Bonjour Maurice Sacco, merci de nous accueillir dans le nouveau décor de votre restaurant Mosuke à Paris. Donc vous venez de faire 2 mois de travaux, pardon. Ouais. Justement, ça m'incite à vous demander quelle est l'importance que vous accordez au cadre de travail, à l'environnement et à la qualité au travail. Une importance principale parce que c'est quand même une des premières raisons pour lesquelles on est venu à faire ces travaux. C'est pour apporter plus de confort pour les clients, bien sûr, mais aussi plus de confort pour nous en cuisine et dans notre lieu de travail. Donc j'ai tendance à dire que l'état d'esprit est aussi défini par le lieu où on est. Et donc plus le lieu est confortable et agréable, et meilleur est le travail qu'on produit. Ce lieu reflète en fait votre cuisine, qui est à la fois qui fait le lien entre les influences de l'Afrique, du Japon, de la France. Et qu'est-ce que ça représente pour vous le multiculturalisme et ses apports? Pour moi, d'abord, c'est une richesse. Parce que pour moi, on est riche de ce qu'on a, mais on est aussi riche des autres. Et donc, le fait de s'ouvrir à toutes ces cultures et puis d'aller piocher des éléments que je trouve intéressants et que je m'amuse à retranscrire, donc que ce soit dans la culture de mon enfance, celle que mes parents m'ont transmise, donc qui est celle de l'Afrique de l'Ouest, la culture de mon pays, la France, et ensuite la culture pour laquelle je me suis passionné, qui est la culture japonaise. Et derrière, en assemblant les trois, en jouant sur les trois simultanément, parfois individuellement, on arrive à créer des nouvelles choses. Et cette création, cette créativité naît de ce multiculturalisme finalement. Et donc aussi des liens que vous faites en cuisine, mais quand il s'agit de liens humains, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers voilà, Ouais, bien sûr, il y a le multiculturalisme. Quand on parle des humains, il y a des liens qui se créent et qui sont particuliers parce que finalement, comme je disais, on est riche de l'autre. Et donc, c'est un échange d'expériences, de vie. Et je pense que quand on prend le temps de s'ouvrir à l'autre, on apprend beaucoup de choses et on a notre manière de voir le monde. Donc, notre société évolue et elle va plutôt dans ce sens-là. Et j'estime que on doit d'abord faire un pas vers l'autre pour recevoir ce qu'il a à nous donner. Alors, vous avez fait un grand pas parce que pendant les travaux, les 2 mois de travaux, vous êtes allé au Japon pour tourner un documentaire. Vous avez découvert un pays qui vous fascinait, mais que vous n'aviez encore jamais connu. Qu'est-ce qui vous a frappé alors, d'un point de vue des relations humaines et du monde du travail, parce qu'on est là pour Courrier Cadre, donc on s'oriente plutôt sur cet axe-là. Moi, ce qui m'a marqué au Japon, vraiment, c'est... ça peut pas faire partie des gros clichés. Japon, on se dit que ça peut pas être autant, mais c'est la rigueur et le côté inflexible, finalement, qui règne dans le monde du travail au Japon. C'est-à-dire que j'ai croisé un chef tempura qui était un homme génial, mais qui faisait du tempura depuis 40 ans et qui trouvait ça... C'était hyper noble par un Japonais de faire la même chose depuis 40 ans et de retravailler son geste jusqu'à atteindre un certain niveau presque mystique. Il travaille avec son ouïe, ses yeux, il n'avait même pas besoin de la température de l'huile, il avait juste à passer sa main dessus, c'était assez génial. Mais finalement, ce côté très rigide et ce côté très monotache, il existe avec cette intensité qu'au Japon, dans une culture occidentale, on se dirait, je m'ennuie, au bout d'un moment, 40 ans, on a déjà tout vu. Mais eux, non, chaque jour, on apprend, on progresse et petit à petit, ils arrivent à un niveau d'excellence qui est impossible à atteindre sans avoir passé tout ce temps-là à répéter la même tâche. Le Japon, c'est aussi un pays qui est réputé pour avoir des horaires de travail à rallonge. Ouais. Or, vous, avec la réouverture du restaurant, vous avez décidé de le fermer le week-end. C'est ça. Est-ce que c'était important pour vous pour attirer, par exemple, les collaborateurs, les nouveaux collaborateurs notamment? C'est vrai que nous, on travaille dans un secteur de métier qui est directement concerné par plein de questions qui touchent à la société globale, qui est le nouvel équilibre à trouver entre une vie professionnelle et une vie privée, comment on arrive à associer loisirs et travail. Et c'est vrai qu'on a un travail qui est hyper prenant parce que déjà rien que les horaires qui sont coupés, donc les coupures, c'est un engagement qui est sur toute la journée. Peu importe qu'on s'arrête 3 heures au milieu de l'après-midi, finalement on doit être au travail à 8 heures, à 10 heures, à 22 heures. Et donc ça fait une journée. Et donc on essaie de trouver chacun des solutions pour permettre aussi aux équipes de pouvoir souffler et de pouvoir avoir cet équilibre vie privée et travail. Donc on sait que les semaines, du lundi au vendredi, avec ces coupures, on a quand même un investissement professionnel qui est fort. Donc avoir le samedi, dimanche et pouvoir profiter de sa famille et d'être vraiment sur un week-end qui est équilibré avec les gens normaux, on va dire, c'est quand même pour nous une décision qu'on a prise dans ce sens-là. Et c'est vrai que sur le recrutement aussi, ça facilite parce que c'est aussi un atout qui est assez fort. Et dans une ville comme Paris où on travaille 7 sur 7, on peut travailler.
Bah, finalement, fermer le samedi-dimanche pour une petite structure comme la nôtre, bah, c'est quand même un fort engagement. Et le samedi, c'est pour un restaurant, faut pas oublier que c'est un jour où généralement c'est le meilleur chiffre de la semaine. Et donc nous, fermer le samedi, c'est quand même aussi se dire qu'on va faire sans ce samedi et qu'on va lisser notre chiffre sur toute la semaine. Mais finalement, le pari, sur Paris, on s'y retrouve. D'accord. Et c'était une demande qui émanait de vos collaborateurs ou qui est venue de vous aussi? Enfin, comment ça Non, c'est venu vraiment d'une réflexion personnelle. C'est finalement, nous, les collaborateurs qu'on a dans l'entreprise et puis tous nos employés bah, sont habitués à ces rythmes-là puisque on n'est pas leur premier employeur. Donc, ils savent très bien que quand on travaille dans ce métier le samedi, dimanche, bon, c'est un rêve lointain, mais c'est pas une exigence qu'on peut avoir dès le début. Mais moi, en tout cas, comme beaucoup de chefs de ma génération qui sont chefs de cuisine, mais aussi d'entreprise, on réfléchit à comment faire pour qu'on puisse continuer à faire notre métier bah, dans 10 ans, dans 20 ans. Et on sait qu'il va falloir trouver des solutions pour rééquilibrer cette balance où jusqu'ici, elle était vraiment très sur le pro et la vie privée passe au deuxième plan, quoi. Donc, et on sait qu'il y a toute une génération de cuisiniers, de serveurs qui sont formés et qui sont pas prêts à faire les sacrifices que même moi qui ai 30 ans, je parle comme un vieux sage, mais on fait avant. Donc, il y a aussi une réadaptation et retrouver un niveau sur cette balance qui est important. Donc c'est vraiment venu d'une réflexion personnelle et c'est un essai, on teste des choses, on voit ce qui marche pas. Donc on a encore le temps de rater, mais en tout cas, ce samedi-dimanche, je trouvais que c'était une belle opportunité pour nous, à titre perso pour la vie privée, aussi pour le staff. Et vous avez quand même du mal à recruter malgré votre notoriété, votre talent, ou comment ça se passe? Non, le recrutement, ça va. Franchement, on a eu un vrai trou d'air sur la période post-Covid, où on a vraiment ressenti que soit bah, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le métier, et aussi c'était plus dur pour tout le monde de reprendre tout de suite sur un rythme qui était celui d'un restaurant gastronomique. Mais là, depuis, on sent quand même qu'il y a une vraie reprise et que petit à petit, bah, on récupère quand même des gens dans le métier, donc ça va. Heureusement, pour l'instant, je touche du bois. Et vous avez justement lancé ce restaurant en 2020, donc la période Covid, ça a joué. Malgré tout, vous avez eu une première étoile dès 2021. Est-ce que c'est un atout ou un frein de se lancer quand on a moins de 30 ans pour monter une entreprise? Bah, c'est un atout parce qu'on a l'énergie et la force bah, qu'on a quand on a moins de 30 ans. Donc, on est vraiment capable de travailler 20 heures sur 24 s'il le faut et sans le subir. Donc, c'est vraiment une force pour lancer une entreprise où on doit justement baisser ses charges et donner plus personnellement. Mais après, c'est problématique quand il faut aller défendre son dossier face à une banque qui, elle, a besoin de garanties professionnelles, de garanties d'un point de vue expérience aussi et maturité. Donc, à ce moment-là, bah, l'âge devient quelque chose de plus problématique et on va nous demander plus de garants ou en tout cas d'avoir des business angels ou des gens qui nous entourent qui, eux, vont nous apporter cette expérience et cette structure qu'on n'a pas forcément quand on a 27 ans, 28 ans. Est-ce qu'il y a un bon dosage à trouver entre l'humilité et le fait de toujours apprendre et puis l'ambition? Parce que je crois que, bon, aussi l'ambition peut-être d'avoir une deuxième étoile, voilà. Ouais, bien sûr. Il y a un bon équilibre à trouver parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. L'humilité n'annule pas l'ambition. Justement, l'humilité nous permet de savoir notre position réelle et ce qui nous reste à faire comme chemin. Mais l'ambition, c'est ce qui nous pousse à aller faire ce chemin. Donc, si on reste à la même place et qu'on se dit, ouais, c'est loin pour moi, la deuxième étoile, par exemple, bah, on ne progressera pas. Donc, il faut l'ambition d'y aller. C'est cette ambition qui va servir de moteur pour aller chercher ce qui nous manque. Et ça compte aussi pour les équipes, j'imagine. Vous avez été en 2021 nommé Next Generation Leaders du magazine Times. Vous considérez comme quel type de leader finalement? Bah, moi, je me considère comme un leader qui est présent. C'est très important pour moi. Pour moi, le leader, il doit être dans le bateau, à ramer avec les autres, et pas à l'arrière en train de pousser les autres, justement. Et moi, je manage et je lead par l'exemple. Donc, j'ai tendance à dire que je dois être exemplaire pour pouvoir réclamer l'exemplarité à mes équipes. Et c'est vraiment le plus important pour moi. Si je demande quelque chose, c'est que je suis capable de le faire tout aussi bien, si ce n'est mieux. Et aussi, si je demande un certain respect et une manière de travailler, bah, c'est que je suis moi, Thierry Marx m'en parlait beaucoup de cette notion de savoir-être qui est très importante. C'est que je dois incarner ce que je suis. Donc si je suis chef, si je suis chef d'entreprise, bah, je dois me comporter comme un chef, je dois me comporter comme un chef d'entreprise et pas autrement. Donc c'est très important ces notions de savoir-être.
Y compris si dans vos équipes, vous avez des personnes qui sont plus jeunes, plus âgées pardon, que vous? Bien sûr, qu'elle soit plus âgée ou plus jeune, c'est pas un souci. Un manager, ça doit s'adapter aux différents types de personnes qu'on a en face. Donc, c'est sûr qu'on ne manage pas un jeune de 18 ans comme une personne de 38 ans. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, tout le monde ait un objectif commun et aille dans le même sens. Et c'est tout ce qui compte à la fin. Et alors, je vous ai demandé votre définition du leadership et du management, ce serait quoi? Vous êtes quel manager en gros? Moi, management, je dirais que, encore une fois, je suis un manager qui… Vous allez vous dire, on l'a déjà fait cette interview, mais encore une fois, je reprends Thierry Marx, mais c'est vraiment une idée de se dire qu'on doit être bon avec les hommes et dur avec les faits. Donc, la personne, si on fait une erreur, ton erreur, il y a une faute, oui. Donc, il faut régler cette faute. Mais par contre, ce n'est pas à cause de toi. Donc, quand il y a un problème, c'est pas tu es mauvais, c'est ce que tu as fait est mauvais. Donc, il faut le constater. Et derrière, je vais t'accompagner pour qu'on le fasse bien. Et c'est très important. Donc, c'est parce que si on n'est pas capable de pointer une faute et une erreur, on ne sera jamais capable de progresser et de l'améliorer. Donc, il faut qu'on soit capable de pointer, donc être dur avec ce fait, mais être bon avec la personne pour l'accompagner à faire mieux. Parce qu'on ne peut pas juste taper et dire c'est pas bien sans donner de solution. Donc, il faut accompagner vers la solution. Oui, c'est l'équilibre à trouver entre l'exigence, la rigueur et la bienveillance. C'est ça, l'exigence, cette rigueur qui est importante dans nos métiers encore plus parce que tout se joue sur des détails. Et la bienveillance qui est importante parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a des employés dans notre entreprise, ils sont là, non pour nous donner quelque chose, donc leur travail, mais on doit aussi leur apporter, nous, de l'expérience, qu'ils se plaisent dans leur lieu de travail et que moi j'ai envie quand un employé part de chez moi, qu'ils disent « super, j'ai appris quelque chose et je suis meilleur quand je pars que quand je suis arrivé ». Et ça, c'est possible que grâce à la bienveillance parce que derrière, on les dégoûte du travail et partent avec des émotions qui sont totalement négatives. Et éventuellement, c'est arrivé, alors votre entreprise est assez jeune, mais qui est le phénomène de boomerang, c'est-à-dire des salariés qui étaient partis de chez vous et qui sont revenus, par exemple depuis que vous êtes fermé le week-end, par exemple? Non, on est trop jeune. Non, on est trop jeune, pas encore, mais j'espère. On essaie vraiment que tout le monde parte dans des super bons termes et c'est important pour moi justement de se dire que certains vont partir et qu'on vont pouvoir revenir plus tard et j'espère, c'est tout ce que j'espère en tout cas ce boomerang. Et est-ce que vous avez, pour justement réussir à être leader et à manager, suivi du coaching ou vous avez fait plutôt avec votre mentor Thierry Marx et puis… Non, j'ai quand même suivi pas mal de formations, justement en mandat oriental parce que Thierry Marx est très attaché à ça. Et donc il avait la volonté, en tout cas, que ses sous-chefs soient formés sur ces sujets-là. Donc, on a pu avoir des formations, des méthodes DISC ou autres, qui sont des formations de management classiques, mais qui ne sont pas forcément logiques dans nos métiers en restauration. On est promu très jeune à des postes à responsabilité, mais on n'est jamais formé au management en ouf. Donc, on peut être très bon cuisinier et très mauvais manager. Les deux ne sont pas incompatibles. Mais dans plein de métiers, c'est le cas aussi. Donc, c'est aussi bien de pouvoir apprendre. Donc, c'est vrai que j'ai suivi beaucoup de formations à ce moment-là. Et après, il y a la formation continue dans le travail aussi. Et avoir un manager à ce moment-là qui lui-même nous suive pour nous guider vers la bonne route. Et est-ce que, par exemple, vous avez fait des stages pour la gestion du stress ou des tensions entre les membres de l'équipe Non, ça va. J'ai toujours été pas stressé et assez calme. Et je suis le 6e enfant d'une famille de 9, donc gestion de conflit, voilà. J'en ai fait et j'en ferai encore, donc ça va. C'est pas un problème pour vous. Tout à l'heure, vous parliez de justement l'exemplarité, de savoir-faire, même peut-être en mieux et pour montrer aussi. Mais il faut pas non plus tout vouloir faire. Donc il y a la notion de délégation qui est hyper importante. C'est ça. J'imagine. C'est l'étape finale du chemin. Il y a le savoir-faire qui est la compétence pure. Le savoir-être qui est ma personne et l'attitude et comment je fais mon travail. Et après, il y a le savoir-faire qui est la finale. Donc, j'ai le savoir-être, j'ai le savoir-faire, mais est-ce que je suis capable de transmettre ces connaissances? Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'apprends encore. J'estime que là-dessus, je suis encore en phase d'apprentissage et j'apprends justement au fur et à mesure que notre petite entreprise grandit et puis qu'on ouvre d'autres restaurants. Je ne peux pas être partout, donc logiquement, je dois apprendre à m'appuyer sur des gens, à transmettre ce que j'ai besoin et aussi une vision, sans forcément être présent avec eux pour la réaliser. Donc là-dessus, je me considère encore en phase d'apprentissage, mais je suis très bien entouré sur ces sujets-là. Et est-ce que vous participez parfois aux sessions de recrutement ou est-ce que c'est quelque chose qui vous importe? Sur les recrutements, plutôt sur soit sur le restaurant Mosuke où je suis présent
je suis très présent. Donc là, je participe aux sessions de recrutement. Et sur les autres restaurants, je vais plutôt être là sur des postes vraiment de management et où j'ai besoin de sentir un feeling avec la personne pour pouvoir justement lui transmettre la vision et autres. Après, je suis accompagné par ma compagne sur la gestion d'entreprise. Donc c'est bien aussi parce que d'avoir quelqu'un de confiance et quelqu'un de compétent pour faire aussi le binôme, parce que c'est un pendant. Et justement, cette humilité qu'on doit avoir aussi en tant que chef d'entreprise, c'est qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Et donc, on doit pouvoir s'appuyer sur des gens compétents pour pouvoir eux aussi développer l'entreprise. Ouais. Et c'est alors justement Thierry Marx qui est dans ce numéro de Courrier Cadre qui est sorti au printemps, puisqu'il y a un dossier spécial sur les recettes inspirantes des chefs. Il pose la question du recrutement, peut-être qu'il vous l'a posé à vous d'ailleurs. Pourquoi tu veux travailler avec moi et où tu te vois? Alors avant il demandait dans 3 ans, maintenant il demande dans 6 mois vu qu'il y a un tel voilà. Mais est-ce que vous par exemple, c'est une question que vous posez potentiellement? Sur le recrutement, non, pas encore. Pas encore. Si on la pose, c'est sur des postes plus hauts. Mais c'est vrai qu'on demande toujours, la question qu'on pose toujours, c'est le pourquoi. Parce que le pourquoi est important quand on postule à un poste. Moi, j'estime que on peut trouver un travail ou comment dire, un job alimentaire où on travaille pour son salaire, mais on est dans un métier qui est un métier de passionné et qui demande beaucoup d'engagement personnel. Donc, on rentre dans cette entreprise, mais aussi on s'engage un peu avec moi. Et donc, j'aime savoir pourquoi ce restaurant, dans quel moment de leur vie ils sont, pourquoi ils se lancent à ce moment-là de leur carrière, pourquoi ils postulent dans le restaurant. Et ce pourquoi est très important pour moi parce qu'il définit un peu la personne que j'ai en face. Je sais qu'on n'est pas toujours la même personne à chaque moment de sa vie, donc à ce moment-là qui j'ai en face de moi. Et ça peut aider justement à garder la motivation, entretenir la motivation, j'imagine. Oui, ça permet d'entretenir la motivation aussi, de fixer un cap. Parce que quand j'ai un employé qui rentre dans l'entreprise, bah, je sais en fait pourquoi il rentre. Est-ce que c'est un cuisinier qui rentre comme commis et il a envie de passer chef de partie? Est-ce qu'il a envie, est-ce que j'ai un responsable de salle qui est avec moi et qui a envie de construire et de s'établir dans un lieu? Ou au contraire, est-ce que c'est j'ai quelqu'un qui a envie de grandir dans la structure du groupe? Et ça me permet moi derrière, pendant différents entretiens, bah, de définir une feuille de route et de pouvoir par rapport à ça m'équilibrer sur le management. Et c'est une dimension de l'écoute qui est importante au moment du recrutement et tout au long finalement de la vie au travail, quoi. C'est ça, cette dimension de l'écoute, elle doit être prolongée. Puis on se rend compte que le travail est beaucoup plus simple parce que ça évite des frustrations sur des non-dits. Parce que finalement, quand il y a ce dialogue ouvert et que la porte est toujours ouverte, bah, les gens se sentent moins frustrés. Et au moment où il y a une discussion à avoir, bah, on peut l'avoir de manière posée, calme et avant que tout le monde soit monté. Et là, on ne tire rien de bon dans ces moments-là. Et j'avais une dernière question qui était sur justement en lien avec ce dossier sur les recettes inspirantes des chefs étoilés. On leur a demandé aussi un conseil, s'il y en avait un à donner aux managers. Vous, quel serait-il? Conseil à donner si tu es manager? Ça peut recouper ce que vous avez déjà dit. Hein. Non, mais de prendre conscience que, que le poste de manager, c'est peut-être le poste le plus ingrat. Parce qu'on a beaucoup de devoirs, beaucoup de responsabilités. Et les moments de joie réelle et où on est récompensé sont plus rares que les moments de frustration. Et c'est important de le prendre en considération. Peut-être que ça ne motive pas, mais souvent quand on est plus bas dans l'échelle, on se dit je vais devenir manager et ça va être génial. En fait, on se rend compte que c'est là où on a tout le poids des responsabilités. Donc, il faut être responsable pour être manager, pour moi. Et responsable n'est pas juste un titre sur un CV, c'est vraiment responsable dans le sens tel qu'on l'entend, être responsable. Le sens de la responsabilité. C'est ça. Merci beaucoup. Merci.